Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Bonsoir, Crime vous propose ce soir un numéro exceptionnel consacré à ceux qui ont fait trembler Paris. Nous sommes installés au pied de la Tour Eiffel à Paris pour vous raconter deux affaires. Tout d'abord l'affaire Ilan Halimi, autrement dit l'affaire du gang des barbares. Nous vous raconterons également l'affaire Thierry Paulin, le tueur des vieilles dames. Deux affaires qui ont fait trembler Paris. Le 21 janvier 2006, une jeune femme de 24 ans est terriblement inquiète. Ilan, son petit ami, n'est pas rentré la nuit dernière et il ne répond pas à ses appels. Soudain, vers 19 h, elle reçoit un mail terrifiant. Ilan serait retenu en otage et ses agresseurs réclament 450 000 € pour sa libération. Le jeune homme est un modeste vendeur en téléphonie et ses parents sont loin de rouler sur l'or. Alors pourquoi s'en prendre à lui ? La famille se rend alors au 36 quai des Orfèvres. C'est le point de départ d'une affaire criminelle qui va ébranler tous les Parisiens et retentir bien au-delà des frontières de la capitale. Plongé dans cette enquête hors norme, au cours de laquelle un gang de banlieue va tenir tête à l'élite de la police parisienne pendant plus de 3 semaines. Il a tout eu, il a été brûlé, il a été coupé, on l'a affamé, ils l'ont laissé nu. Il n'avait plus aucune chance, il était mourant quand ils l'ont laissé. Ils ont fait un sacrifice gratuit. Le 5 octobre 1984, les enquêteurs de la police judiciaire de Paris sont appelés en urgence dans le 9e arrondissement. Anna, une femme de 83 ans, vient d'être retrouvée gisant sans vie dans son appartement de Montmartre. La scène est d'une rare violence. La vieille dame est bâillonnée, le visage tuméfié et son appartement a été entièrement mis à sac. Les policiers du 36 quai des Orfèvres retrouvent des empreintes digitales sur le miroir du salon. Ils pensent alors régler cette affaire rapidement. Mais ils se trompent. Pendant près de 3 ans, Paris va connaître une série de crimes barbares. Plus d'une quinzaine de vieilles dames sont tuées dans des circonstances similaires. Alors, qui se cache derrière ces agressions et pourquoi s'en prendre à des femmes âgées ? Voici l'histoire d'une incroyable traque pour arrêter l'un des tueurs en série les plus sanguinaires de l'histoire de France. L'histoire était extrêmement forte. L'histoire fascinait tout le monde. C'est un de ces faits divers exceptionnels, comme il y en a un par décennie. Crime consacré à ceux qui ont fait trembler Paris et nous allons tout d'abord vous raconter l'affaire du gang des barbares. Le 21 janvier 2006, Ruth et Didier Halimi poussent la porte du 36 quai des Orfèvres. Ils viennent raconter aux enquêteurs que leur fils Ilan a été enlevé. Les ravisseurs réclament 450 000 € de rançon. C'est la stupéfaction car il n'y avait pas eu d'enlèvement contre demande de rançon depuis 1978 en France. Il va y avoir 3 semaines de négociations avant une issue dramatique. Voici ce document inédit sur l'affaire Ilan Halimi. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le calvaire subi par un jeune homme de 23 ans, Ilan Halimi. Pendant 24 jours, il a été martyrisé par un gang de banlieue capable de tenir tête à l'élite de la police parisienne. Victime d'un crime crapuleux et antisémite, le sort d'Ilan a ému bien au-delà des frontières. Un crime qui, encore aujourd'hui, reste tristement d'actualité. Il a tout eu, il a été brûlé, il a été coupé, on l'a affamé, ils l'ont laissé nu. Il n'avait plus aucune chance, il était mourant quand ils l'ont laissé. Ils ont fait un sacrifice gratuit. À Paris, certains quartiers brillent de 1000 feux. D'autres se font plus discrets. Entre l'Opéra Bastille, la gare de Lyon et la porte de Vincennes, le 12e arrondissement sait se faire oublier. C'est un arrondissement très populaire, avec une vraie mixité sociale. Un quartier populaire, oui, où finalement on vivait en bonne intelligence. Il n'y a pas de conflit, de communauté. La famille Halimi vit là, paisiblement, depuis des années.
Mais ce 21 janvier 2006, vers minuit, elle pénètre au 36 quai des Orfèvres, la brigade criminelle de Paris. Elle veut y faire une déposition d'une extrême gravité. Cette famille vient aviser les services, après être passé par le commissariat, que le fils, Ilan, a disparu depuis la veille au soir. À 23 ans, Ilan vit avec sa petite amie, Moni. Mais la veille, le vendredi 20 janvier, il n'est pas rentré à la maison. Après une nuit et une journée d'angoisse, Moni reçoit un mail terrifiant. Un mystérieux correspondant affirme retenir Ilan en otage. Il ne sera libéré qu'après le versement d'une rançon de 450 000 € avant 2 jours. Il découvre ce message avec une photo assez effrayante d'Ilan Halimi le montrant bâillonné. Il a le visage complètement bardé de scotch. Il est face caméra, si je puis dire, avec le Parisien du jour pour faire preuve de la date, en peignoir, donc déshabillé. Voilà. Et il a un flingue sur la tempe. La France n'a connu aucun enlèvement avec demande de rançon depuis 1978. C'était alors le rapt du baron en pain. Pourtant, les professionnels de la crime n'ont aucun doute sur la gravité de la situation. Ilan Halimi n'est pas un garçon qui a des histoires, c'est un garçon qui a beaucoup d'amis, qui a du monde autour de lui. La police voit bien qu'un jeune homme qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de casier, qui n'est pas fiché, qui est inconnu des services de police, qui travaille, qui disparaît avec une demande de rançon, c'est quelque chose à prendre au sérieux. C'est pas un canular, c'est pas... Voilà. On est dans un vrai enlèvement. Mais pourquoi avoir enlevé un si jeune homme? A-t-il des ennemis? Et si oui, lesquels? Pour le moment, les policiers n'ont qu'une priorité: libérer Ilan, sain et sauf. À la brigade criminelle de Paris, la nuit est longue pour la famille d'Ilan. Les enquêteurs les interrogent sans relâche pour tout savoir du jeune homme, à commencer par le déroulement de la soirée de sa disparition. Le vendredi 20 janvier, Ilan Halimi avait fait, comme tous les vendredis, Shabbat chez sa maman. Vers 22h30, avant de quitter l'appartement de sa mère, Ilan téléphone à Moni. Il a dit à sa petite copine qu'il ne rentrerait pas ce soir-là, qu'il allait prolonger la soirée en allant rejoindre un pote. Ainsi, peu avant 23h, la silhouette d'Ilan disparaît dans la nuit. Seul, le mail effrayant donne finalement de ses nouvelles, presque 24 heures plus tard. Le message des ravisseurs est sans ambiguïté, les ravisseurs veulent de l'argent. Pour sa libération, il réclame 450 000 €. La somme est conséquente, et les enquêteurs se demandent alors si les parents d'Ilan sont des gens fortunés. Mais Ruth et Didier Halimi les détrompent rapidement. Ils sont rentrés de Casablanca dans les années 80 avec peu d'argent. Ils se sont installés d'abord en banlieue et ensuite ils se sont séparés. La maman est secrétaire, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. Le papa ne gagne pas plus d'argent. C'est une famille modeste. Ilan, lui-même, n'a aucune fortune. Jeune homme charmant, séducteur, plein d'humour et de joie de vivre, il n'en est encore qu'au début de sa vie. Les études ne l'ont pas passionné forcément. C'est quelqu'un qui veut travailler et qui est travailleur. Il travaille dans un magasin de téléphonie à ce moment-là. Il a d'autres ambitions, d'autres espérances. C'est une étape dans sa vie. Les enquêteurs le savent, la téléphonie est un secteur sensible qui peut faire l'objet de trafic. Alors, Ilan pourrait-il avoir trempé dans une affaire louche? Pour le savoir, les policiers examinent son train de vie. Il n'avait pas de dépenses exceptionnelles et on ne découvre pas de revenus particuliers autres que ceux qu'il a de son travail. Pour les policiers, le mystère s'épaissit. Pourquoi s'en être pris à ce jeune homme sans histoire? Son profil ne correspond pas à celui des victimes des rapts qui ont été traitées par le passé. La cible n'est pas du tout
celle normalement imaginée pour des bandits professionnels qui voudraient vraiment de l'argent. Il y a quelque chose là déjà d'assez incohérent en fait. Les enquêteurs sont perplexes. Quel autre motif que l'argent pourrait être à l'origine du rapt d'Ilan? Karim, son meilleur ami, a une révélation à leur faire. Ilan lui a confié un secret. Quelques jours plus tôt, une jeune fille l'a dragué à son travail. Et il est littéralement tombé sous le charme. Une fille plantureuse, sexy, très très brune, la peau très mate. Et donc, Karim a cette lourde responsabilité devant Moni de devoir révéler ça. Il avait parlé de cette fille à son ami en lui disant qu'elle était vraiment jolie, qu'elle lui plaisait et que donc il avait envie de boire un coup avec elle. Le vendredi 20 janvier au soir, peu avant 23 h, Ilan a même à nouveau appelé Karim. Il s'apprête alors à rejoindre la jeune femme dans un bar de la Porte d'Orléans. Le traçage du téléphone d'Ilan confirme l'information aux enquêteurs. Ilan est bien allé à la Porte d'Orléans avant de rejoindre la ville de Sceaux, à 7 km de là. Et sa trace disparaît à Sceaux à minuit et demi le vendredi soir, le long de la coulée verte. Mais que faisait Ilan en pleine nuit dans la banlieue sud de Paris? Qui est cette jeune femme qui l'a sans doute attiré là-bas? Et dans quel piège a-t-il bien pu tomber? Voilà 2 jours qu'Ilan a disparu. Son ravisseur appelle désormais sans relâche Moni, sa fiancée. Il lui met la pression. La rançon doit impérativement être versée demain, le lundi 23 janvier 2006. Le téléphone de la jeune femme est sur écoute. Les policiers entendent en direct les exigences des ravisseurs. Les ravisseurs demandent à Moni d'organiser un de bien vouloir se rendre le 23 à 8 h du matin à Châtelet avec 10 personnes munies d'une carte d'identité et un ordinateur. Enfin, on ne comprend pas très bien à quoi il en veut en venir, si ce n'est que certainement il veut brouiller les pistes. Mais faire venir 10 personnes avec leurs pièces d'identité, c'est vrai que ça paraît complètement aberrant, inutile et relativement complexe et manquant d'une éventuelle discrétion. Les demandes n'étant pas claires, les policiers décident de ne pas honorer le rendez-vous. Le lendemain, voyant que ça n'a pas fonctionné, le ravisseur, très énervé, s'en prend à la petite amie et l'insulte et l'accuse d'avoir en fait fait foirer le coup. À cette occasion, c'est surtout un détail qui surprend les policiers. Cet appel vient d'Afrique et d'autres suivront. Des appels qui venaient de Côte d'Ivoire, qui émanaient apparemment, selon les études qui avaient été faites, de la même personne, puisque la voix, l'accent et l'intonation étaient la même. L'accent fait penser plus ou moins à un accent africain. Pour autant, les policiers n'optent pas pour la conclusion qui devrait pourtant s'imposer. Ils ne pensent pas du tout que ça peut être une personne mobile. Ils ne pensent pas que la mobilité, ils pensent, je suis désolée, mais ils pensent à l'ancienne en fait. Ils pensent que pour se déplacer, il faut 3 jours. On peut appeler le dimanche de Paris et le mardi d'Abidjan. Pour faire le voyage, il faut prendre l'avion. Il y a 2 avions qui font le trajet. Le lundi 23 janvier 2006, 500 passagers environ ont décollé de Paris pour Abidjan. Les compagnies aériennes auraient pu aisément en fournir la liste à la brigade criminelle. Ça aurait pu être quand même une piste intéressante. Et de ce travail-là, on ne le fait pas. La stratégie choisie par la police est des plus classiques. Didier Halimi, le père d'Ilan, devient l'interlocuteur des ravisseurs. Il est installé dans un bureau au 36 quai des Orfèvres, entouré de négociateurs de la police et d'une psychologue. Une psychologue censée étudier, guider toutes les conversations. L'ambiance dans la pièce est tendue. Il faut imaginer que le papa, c'est quelqu'un qui est en stress là depuis plusieurs jours déjà, qui dort pas, qui a des difficultés à supporter la situation et qui s'imagine un tas de trucs pour son fils, hein, parce que quand même les courriers envoyés et les photos sont très choquantes, enfin pour un parent. Donc il y a la fatigue. Et puis maintenant, s'ajoute à ça la pression des ravisseurs et de la police. Finalement,
c'est l'étude de la ligne téléphonique d'Ilan qui offre un premier espoir au limier de la crime. Ils obtiennent de l'opérateur la liste des appels qu'il a reçus au cours de la semaine ou du mois précédent. Tous les numéros sont identifiés, sauf une ligne. Cette ligne, c'est celle de la jeune femme brune qui a séduit Ilan. Les enquêteurs étudient également les appels qu'elle a passés de ce portable. Dans ces appels sortants figure un autre vendeur de téléphone qui travaille à quelques mètres. Celui-ci s'appelle Marc. Et comme Ilan, il travaille sur le boulevard Voltaire. Alors est-il lié à sa disparition? Pour le savoir, le 25 janvier, Marc est placé en garde à vue. Mais très vite, les enquêteurs réalisent qu'il a lui aussi été la cible d'une jolie fille, une certaine Léa. Et il semble que toutes ces filles se connaissent. Léa, qui lui avait fait du gringue et qui avait demandé à le rencontrer lui aussi, et puis qui avait échangé avec lui par téléphone, par SMS, exactement de la même manière qu'Ilan Halimi. Il en donne la description et il dit elle est blonde, aux yeux bleus, nanana. Or, on sait que l'appât qui s'est occupé d'Ilan est très brune. Les policiers de la crime comprennent alors qu'il y a plusieurs appâts, plusieurs victimes potentielles, des exécutants en France, des donneurs d'ordre en Côte d'Ivoire. Aurait-il affaire à un redoutable réseau international? Où veulent en venir les ravisseurs? Et quel sort réserve-t-il à Ilan? Le dimanche 29 janvier 2006, Ilan est retenu en otage depuis 8 jours. Au 36 quai des Orfèvres, son père est harcelé de coups de téléphone. Mais les consignes des policiers sont claires. Faire durer les conversations et ne jamais s'engager à verser la rançon. La situation s'enlise. Le ravisseur change alors de tactique. Il laisse un message sur le répondeur téléphonique d'un rabbin. Bonsoir. Il y a un juif qui a été kidnappé. Vous êtes rabbin. Je vous demande de regarder sur l'adresse email où voulons une réponse dans les plus brefs délais. Pour avoir une preuve de ce que je vous dis, dans la boîte lettre, une cassette sera là-bas. Et aucun dérapage ne sera toléré. Le rabbin n'a aucun lien avec la famille Halimi. Mais saisi par la gravité de la situation, il alerte à son tour la brigade criminelle. Un enquêteur est envoyé récupérer la fameuse cassette. Dans cette cassette, il y a donc un message qui est adressé par Ilan, bien sûr sous la contrainte, où il supplie sa famille de payer la rançon. Il appelle sa mère au secours, il la supplie d'intervenir. Et on sent toute la détresse de ce gamin. Mais ceux qui écoutent le message sont aussi marqués par la mise en scène à laquelle on a contraint l'otage. Et il dit « Je m'appelle Ilan, je suis juif, mon père est juif, ma mère est juive », qui est la chose la plus horrible de toute cette affaire, quoi. Cette déclinaison de son identité en tant que juif. Oui, le caractère antisémite de ce crime à ce moment-là ne peut pas faire de doute. On voit bien que les ravisseurs considèrent que les Juifs forment une communauté soudée qui a de l'argent et qui peut payer. L'affaire mobilise désormais jour et nuit de nombreuses équipes de la police parisienne. Il y avait au minimum 400 personnes de toutes les directions opérationnelles de la préfecture de police. Ils essayent en fait d'attraper les ravisseurs au moment où ils se connectent en temps réel. Toute la zone, entre Sceaux et la porte d'Orléans, est surveillée. C'est de là que partent le plus grand nombre d'appels et de mails. Et justement, le 2 février, un ordinateur est repéré en train de se connecter d'un cybercafé du 14e arrondissement. Les policiers s'y précipitent, mais c'est trop tard. Par chance, l'établissement est équipé d'une caméra de vidéosurveillance. De l'enregistrement est extraite une photo du malfaiteur.
Le visage était relativement dissimulé sous une capuche. On a pu déterminer à partir des renseignements que c'était une personne de race africaine et d'une taille relativement moyenne et surtout de corpulence assez athlétique. Avec ce cliché de mauvaise qualité, les enquêteurs n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais un détail va leur permettre de mieux cibler la zone d'investigation. Il voit cet homme noir avec son sweat Adélie, qui est une marque qui vient plutôt du 92, de Bagneux, enfin de tout ce coin du département, quoi. Voilà. Donc là, ça les oriente déjà vers un secteur en particulier. Sceaux, la ville où a disparu Ilan, et Bagneux sont limitrophes. Les enquêteurs pensent donc tenir une piste et inondent tous les commissariats de la photo du ravisseur. Malheureusement, il n'y a pas eu d'identification possible à partir de cette photographie sur laquelle le visage était difficilement reconnaissable. L'histoire de la disparition d'Ilan, associée à la photo, fait réagir les policiers de Villejuif. Eux aussi enquêtent sur une affaire étrangement similaire. Michael, un homme d'une cinquantaine d'années, s'est fait piéger comme Ilan par une jeune femme qui l'a raccompagné chez elle. Il a été victime d'une tentative d'enlèvement dans le hall d'entrée d'un immeuble, mais les cris qu'il a poussés et l'intervention d'habitants voisins ont mis en fuite les agresseurs. Michael va être retrouvé inerte au sol dans une mare de sang. Le visage est complètement éclaté, il est tuméfié de partout. Les enquêteurs ont cette fois le sentiment de tenir un témoin inespéré. Michael leur fait part de 2 endroits où il a été avec la jeune femme en question, et il est allé donc à Bagneux et à Arcueil, et il amène les policiers à la cité de la Pierre Plate à Bagneux. Une nouvelle fois, Bagneux. Les policiers décident de se lancer dans une enquête de voisinage systématique auprès des habitants de la cité de la Pierre Plate. Ils ignorent pourtant une chose capitale. On est à 50 mètres à vol d'oiseau de l'endroit où Ilan est détenu, mais la police ne le trouve pas en fait. Personne ne leur parle de quelque chose de suspect qui est en train de se dérouler dans le coin, en effet. Les habitants de Bagneux ignorent-ils vraiment le drame qui se déroule dans leur cité? Ou sont-ils contraints au silence? Quelqu'un finira-t-il par parler? Et le calvaire d'Ilan Halimi pourrait-il prendre fin? Depuis 15 jours, Ilan est détenu quelque part, en banlieue parisienne. Ces 2 semaines insupportables ont été ponctuées par des dizaines de coups de fil. Le plus souvent, le père d'Ilan se fait insulter. Ça s'enlise, tout le monde se fatigue, la famille est à bout de souffle et à bout de nerfs. Il est donc décidé à ce moment-là de provoquer une remise de rançon. Les ravisseurs acceptent enfin un échange. L'otage contre 112 000 €. Le rendez-vous est fixé le lundi 6 février 2006. L'argent est placé dans une mallette. C'est Didier Halimi qui doit la porter. Dès 8h du matin, les flics qui prennent la place de SDF, de passants, de vendeurs, enfin toute la place est cernée. Didier est en place, il arrive, il a sa mallette. Et il reçoit un coup de fil disant « Changement de plan, rendez-vous dans une demi-heure, porte de Clichy ». Dès 9h du matin, tout le dispositif a traversé Paris pour se redéployer autour de la place de Clichy. Commence alors une attente interminable. Avec au bout juste un échec total, puisque à la fin, les ravisseurs se manifestent à 4h de l'après-midi pour finalement dire bah non, on change de plan, rendez-vous à Bruxelles. Et là, la police dit stop. Il n'y aura rien en Belgique. Là, il y a un moment où Didier, qui ne craque jamais, craque, quoi. Il devient fou. De retour au quai des Orfèvres, pour les responsables de la brigade criminelle, une conclusion s'impose. Ils décident de rompre complètement le lien avec les ravisseurs. On arrête, on décroche plus. L'idée des enquêteurs est de jouer avec les nerfs des ravisseurs, comme ils ont joué avec les leurs. Ils espèrent ainsi
les pousser à la faute. C'est l'horreur, ouais. Le père, c'est vraiment dur pour lui. Le téléphone sonne, il ne faut pas décrocher. Ça fait quand même 17 jours qu'on est dans cette situation. Donc eux, ils n'ont en tête que leur fils, frère. Pendant 4 jours, le téléphone ne cesse de sonner, plus de 30 fois par jour. Les messages sont de plus en plus violents. Puis après le 11 février, les sonneries se taisent, définitivement. Ce silence est encore plus inquiétant. Mais que se passe-t-il? La réponse arrive, terrible, au matin du lundi 13 février 2006, à proximité de la gare de Sainte-Geneviève-des-Bois. Une dame qui se rend à son travail et qui roule sous la pluie le long d'une voie ferrée aperçoit de loin une silhouette qui se meut dans le paysage. C'est une vision cauchemardesque. Il est nu, le corps, l'autopsie révélera le corps brûlé à 80%. Il grelotte, il a plus conscience en fait, il fait des convulsions. Alertés, les policiers et les pompiers arrivent dans l'urgence. Ilan est transporté immédiatement vers l'hôpital d'Évry. Mais il va être réanimé plusieurs fois dans l'ambulance, son cœur va lâcher, puis reprendre, et finalement il meurt aux alentours de 12 heures dans d'atroces souffrances. Le corps est examiné et l'ADN prélevé sur le corps démontre qu'il s'agit bien du corps d'Ilan Halimi. L'autopsie révèle qu'il est mort, de l'accumulation des sévices qu'il a subis, de malnutrition, de froid, de brûlure, de coups, c'est la barbarie, quoi. Après des semaines d'attente, les parents d'Ilan s'effondrent en apprenant sa mort. C'est un énorme chagrin, c'est un énorme échec, cette affaire pour eux. Désormais, plus question de secret. Dès le 15 février, le procureur de la République organise une conférence de presse. Pour la première fois, il évoque le calvaire d'Ilan Halimi. Le procureur de la République et les services de police du 36 KDSRF diffusent publiquement la photo de la personne recherchée qui était apparue dans le cybercafé. C'est une course contre la montre qui s'engage pour les services de police et de justice. Qui sont ces personnages capables d'un crime aussi atroce? Que faire pour empêcher les assassins d'Ilan de leur échapper? Mais n'est-il pas déjà trop tard? Au terme de 24 jours d'une détention inhumaine, Ilan Halimi est mort. Pour tenter d'identifier ses tortionnaires, les limiers de la crime comptent désormais sur la diffusion dans la presse de la photo du ravisseur et du portrait robot d'une jeune femme. Et cela s'avère payant. Une amie de la jeune femme voit dans le journal, reconnaît sa copie et lui montre le journal. Elle lui dit voilà, c'est toi en fait, on te cherche là. Le 16 février 2006, à peine un mois après la disparition d'Ilan, la jeune femme se présente à la police et passe aux aveux. Elle ne sait rien d'Ilan, mais c'est bien elle, sous le nom de Léa, qui a tenté de piéger Marc, l'autre vendeur du boulevard Voltaire. Elle va raconter en fait qu'elle était la petite amie de Jérôme, un garçon de la cité, qu'elle était amoureuse de lui et qu'elle a fait ça pour lui. Jérôme l'a mise en relation avec un certain Youssouf Fofana, un chef de bande de Bagneux. Il cherche des gens pour prendre un juif en otage. Interpellé à son tour, Jérôme finit par désigner les autres membres de cette bande que la presse surnomme déjà le gang des barbares. Il n'y a pas de gang des barbares, il n'y a pas une équipe mise en place par Fofana. Il y a des rencontres fortuites au bas de l'immeuble, de gens qui ne se connaissent pas entre eux. Il n'y a rien de réfléchi, il n'y a rien d'organisé. Selon Jérôme, il s'agit d'une trentaine de jeunes, âgés de 16 à 27 ans. Lui-même a rencontré Youssouf Fofana une quinzaine de jours avant l'enlèvement d'Ilan. Il lui a proposé un boulot, comme aux autres.
Il les amène dans l'endroit où Ilan Halimi est détenu, et il leur dit, ben voilà, il faut garder ce gars-là pendant 3 jours. Et maintenant, tu es dans le bain, et si il y a une fuite, et si on sait, on apprend quelque chose dans la cité au sujet de cette personne qui est détenue là, je saurais que c'est toi qui nous a balancé. C'est quelqu'un avec lequel il ne faut pas avoir d'emmerdement. Bon. Donc il faut absolument faire ce qu'il nous demande de faire, parce que on ne sait pas trop comment la punition pourrait tomber. Les membres du gang ont chacun un rôle bien précis. Ils sont répartis en 4 grands groupes. On a les appâts, on a les ravisseurs, on a les geôliers, et puis on a des espèces de grands chargés de tenir un peu les choses quand Fofana s'abstente. Le chef, c'est donc Youssouf Fofana. Samir, son bras droit, il l'a connu en prison. Les ravisseurs sont au nombre de 4. Les geôliers, qui ont gardé Ilan, sont une dizaine. Et il y a tous ceux qui ont rendu des services, comme le gardien de l'immeuble ou encore Moko, l'informaticien. Il y a enfin 8 appâts. Celle qui a piégé Ilan se fait appeler Yalda. C'est la plus spectaculaire, et puis parce que c'est la jolie femme, c'est celle qui a roulé tout le monde. Elle rejoint le gang des barbares à 16 ans. Yalda est née en Iran, où elle a grandi les 11 premières années de sa vie. Depuis son arrivée en France, elle se rêve mannequin. Mais sa vie est moins rose qu'elle espérait. C'est une fille qui, au moment où Youssouf Fofana se tourne vers elle, est au fond du trou. Elle a déjà fait des tentatives de suicide, elle a été violée dans son enfance. Elle arrive d'un pays où sa mère a été maltraitée par un père schizophrène. Enfin, c'est une fille qui est dans une période de sa vie assez inconfortable, qui va très mal. On vient la chercher, on lui dit d'aller faire la belle auprès d'un gars et d'en séduire un. Je ne pense pas du tout qu'à ce moment-là, elle s'interroge sur qui est la victime et qu'est-ce que je vais faire. Yalda devra s'en expliquer devant les policiers. Comme la plupart des membres du gang des barbares, elle est arrêtée au matin du 17 février 2006, le jour même de l'enterrement d'Ilan au cimetière de Pantin. Seul Youssouf Fofana manque à l'appel. Il s'est à nouveau réfugié en Afrique et ne s'en cache pas. Le jour de l'enterrement d'Ilan, Fofana, qui est en Côte d'Ivoire, appelle le père en lui disant « T'es content maintenant, ton fils, ton chien de fils est sous terre, maintenant je vais m'occuper de toi et de tes autres enfants. » Youssouf Fofana, au téléphone, se croit à l'abri. A-t-il raison? Les enquêteurs réussiront-ils à le trouver, l'arrêter et le ramener en France? À la brigade criminelle de Paris, les enquêteurs se penchent sur l'histoire de Youssouf Fofana. Il a 25 ans, il est né à Paris, dans le 12e arrondissement, à quelques centaines de mètres de la famille Halimi. Plus tard, installé à Bagneux et en échec scolaire, il se fait vite remarquer des services de police. Youssouf Fofana a été connu pour avoir été interpellé à plusieurs reprises et condamné pour différentes affaires, soit de stupéfiants, soit d'agression avec violence, ou à main armée, cambriolage. À 16 ans, son casier judiciaire affiche déjà 13 délits. À 23 ans, il a passé 4 ans derrière les barreaux. Dans la cité, son parcours lui donne une stature de caïd. C'est un type qui terrorise les autres, voilà, qui sait comment terroriser les autres. Le personnage est d'un cynisme absolu. Il y a une absence de valeur chez Fofana, qui fait que très vite, cet homme sombre dans la délinquance. C'est la volonté du profit immédiat. Dans un premier temps, Youssouf Fofana se crée un business dans la cité. Fofana, en fait, il intervient souvent pour un petit peu comme un espèce de recouvreur de créances. C'est l'huissier du coin. Dès 2004, Youssouf Fofana franchit une nouvelle étape dans la délinquance. Il se lance dans le racket. Ronnie Broman, le fondateur de Médecins sans frontières, Jérôme Clément, le patron d'Arte notamment, reçoivent des lettres de menaces signées d'Armata Corsa. On leur réclame le paiement d'un impôt révolutionnaire. Mais l'affaire tourne au fiasco.
Il était apparu que les auteurs étaient complètement incohérents, n'étaient pas constants dans leurs revendications, n'étaient pas allés jusqu'au bout de leur processus criminel, et ça apparaissait très amateur. Mais Fofana ne s'arrête pas sur cet échec. Il met alors au point un nouveau scénario, celui d'un enlèvement. Et il a une idée qui lui paraît infaillible. Fofana est nourri de ce principe antisémite, vieux comme le monde, que les Juifs sont riches et solidaires. Donc il se dit, la communauté est solidaire, donc j'enlève un Juif, qu'il ait de l'argent ou qu'il n'ait pas d'argent, eh bien la communauté paiera. C'est ainsi que Yalda a livré Ilan au gang des barbares. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu. L'histoire a viré au cauchemar. Et pour Ruth, le calvaire qu'a vécu son fils est insupportable. Il a tout eu, il a été brûlé, il a été coupé, on l'a affamé, ils l'ont laissé nu. Il n'avait plus aucune chance, il était mourant quand ils l'ont laissé. Ils ont fait un sacrifice gratuit. Ilan a passé 24 jours dans un appartement vide, puis dans une cave glaciale, à souffrir le martyre. Et le 13 février 2006, vers 5 h du matin, sachant la partie perdue, Fofana se débarrasse de lui à Sainte-Geneviève-des-Bois. On a reproché à sa mère d'avoir dit « la mort de mon fils, c'est la Shoah ». C'est vrai que le processus de mort rappelle ça. On va le tondre et on va le laver, il va être égorgé, le corps va être brûlé et abandonné au bord de la forêt. Oui, c'est vraiment le processus d'extermination tel qu'il a été pratiqué dans les camps. Désormais, le crime antisémite ne fait plus de doute. Et cela devient une affaire d'État. À l'occasion du dîner du Conseil représentatif des institutions juives de France, le Premier ministre l'évoque. Je tiens d'ailleurs à vous dire, comme je viens d'en avoir confirmation, que le juge d'instruction a retenu, dans cette affaire, la circonstance aggravante de crime commis à raison de l'appartenance à une religion. Et alors que le président de la République, Jacques Chirac, participe à un hommage rendu à Ilan Halimi, à la Grande Synagogue de Paris, de nombreuses manifestations s'organisent. On y réclame justice pour Ilan et l'arrestation de Youssouf Fofana. C'est chose faite le 23 février. La famille d'Ilan l'apprend en découvrant à la télé une interview surréaliste de l'assassin de leur fils. La première apparition de Fofana, c'est dans un commissariat à Abidjan, où on voit quelqu'un très à l'aise, en train de finir son déjeuner, avec une petite copine qui a pu rentrer dans les locaux de police. Youssouf Fofana minimise alors son rôle dans le crime d'Ilan et nie son caractère antisémite. Il affirme que s'ils ont lavé, rasé, brûlé Ilan, c'est surtout pour effacer sur lui toute trace d'ADN. Mais Youssouf Fofana pourra-t-il faire preuve de la même désinvolture une fois rentré en France? Quelle attitude adoptera-t-il face aux parents d'Ilan, face à ses juges et face aux jurés de la cour d'assises? Le 29 avril 2009, c'est devant la cour d'assises de Paris que s'ouvre le procès du gang des barbares. Mais visiblement, 3 ans après la mort d'Ilan, l'émotion qui entoure cette affaire n'est pas retombée. C'est un procès à haute tension et c'est un procès qui va se tenir, pour faire simple, à huis clos. C'est une publicité restreinte, mais on va dire à huis clos. Et je dirais que c'est indispensable pour que la justice soit rendue de manière sereine. D'ailleurs, au premier jour de l'audience, dans les couloirs du palais de justice, des groupes s'empoignent déjà.
On voit effectivement des jeunes juifs de je ne sais quel groupuscule qui traînent dans les couloirs, qui crient, qui hurlent, qui molestent la mère de Fofana, peut-être même d'autres simplement parce qu'ils sont noirs, et qui gueulent « Israël vivra ». Et là, on se demande ce qu'Israël vient faire là-dedans. Pendant que sa mère est évacuée sous protection policière, Youssouf Fofana entre dans le box des accusés en lançant « Allah vaincra ». Puis il décline son jour et son lieu de naissance. Il donne le jour de la mort d'Ilan et Sainte-Geneviève-des-Bois. Fofana enchaîne les provocations. Après avoir longtemps réfuté le caractère antisémite de son crime, désormais, il le revendique. Il se dit, tiens, comment donner une justification crédible à l'innommable ? J'ai terrorisé un type dans une cave pendant 15 jours, je l'ai brutalisé, je l'ai martyrisé, je l'ai terminé au chalumeau, c'est crapuleux, et on est en train de me dire que mon crime est antisémite. C'est peut-être pas si mal que ça, finalement. Fofana réadopte parce qu'effectivement, il a tous les atouts, il est un antisémite, c'est un barbare, et c'est un chef de gang. Attendez, quand même, pour quelqu'un qui a vécu à Bagneux, au niveau pédigré, c'est plutôt pas mal à accrocher sur le rebord du veston, vous trouvez pas ? Si Fofana reconnaît avoir agi par antisémitisme, qu'en est-il de ces 26 co-accusés ? Il n'y en aura que 2 sur les 27, dont Fofana, qui vont être envoyés avec cette circonstance aggravante. J'aime bien le que 2, comme si c'était déjà négligeable d'avoir un assassin et un tortionnaire qui agissaient à raison de l'antisémitisme. Sur les bancs des partis civils, certains avocats sont beaucoup plus sévères encore vis-à-vis de l'ensemble du gang des barbares. Tout le monde s'est entendu autour du projet d'enlever un jeune juif. Et ça a été quelque chose de fédérateur dans cette bande. À l'extérieur, en relatant ce procès, la presse parle aussi du gang comme d'un groupe d'accusés. Pourtant, lors des audiences, l'avocat général fait tout son possible pour dissocier le sort de chacun. Pour moi, il n'y avait pas une masse sans visage. Il n'y avait pas une masse avec une personnalité unique. Ces êtres-là, d'abord, n'étaient pas impliqués tous dans l'affaire Ilan Halimi. Ces êtres-là, pour avoir commis le pire ou avoir aidé à le commettre, n'étaient pas à jeter aux chiens de manière sommaire ou péremptoire. Il n'y a finalement qu'un point commun qui est relevé en audience entre tous les accusés. C'est l'omerta, le silence face à l'horreur des faits. Ce que je n'ai jamais compris, encore aujourd'hui, ce que je n'ai jamais compris, c'est que personne parmi ces jeunes-là n'a eu le sursaut de pitié, pour passer un coup de téléphone anonyme et faire en sorte que le supplice d'Ilan Halimi s'arrête. Tout le monde a eu la possibilité de lui sauver la vie. Tout le monde. Et personne ne l'a fait. Après 2 mois et demi de procès, 3 accusés ont été acquittés. 23 ont écopé de 3 à 18 ans de prison. Yalda, elle, a été condamnée à 9 ans de réclusion. Quant à Youssouf Fofana, jugé seul coupable de la mort d'Ilan, il a été condamné à la prison à perpétuité, assorti d'une peine de sûreté de 22 ans. Pour les parents d'Ilan, l'ensemble des verdicts est beaucoup trop clément. J'ai un sentiment une très grande déception. La sentence qui est plutôt légère par rapport aux faits qui se sont déroulés pour Ilan. Fofana, sans son équipe, sans ces 20 jeunes, n'aurait rien fait s'il n'était pas là. Donc ils ont tous participé. Sensible à la déception de la famille d'Ilan, à la demande de la ministre de la Justice, le parquet a interjeté appel pour 14 des co-accusés.
Le procès en appel, en dépit de la volonté du pouvoir politique de montrer qu'il était nécessaire, a abouti quasiment à la même conclusion judiciaire. Depuis ce procès, cette affaire a laissé quelques traces dans Paris et dans le cœur des Français. Les cicatrices ont commencé à se refermer. Lorsque violemment, au matin du 7 janvier 2015, les attentats de Charlie Hebdo puis de l'Hyper Cacher ont fait rejaillir les souvenirs du calvaire d'Ilan Halimi. Et ils ont soulevé de douloureuses polémiques. Koulibaly, c'est un... Oui, je veux dire, c'est un descendant de Fofana, c'est la même famille. Fofana aurait pu être dans l'Hyper Cacher et Koulibaly aurait pu être dans la bande de Fofana. Ce sont des voyous qui basculent dans le terrorisme. C'est une récupération monstrueuse. Tout les sépare. Fofana, c'est l'argent qui était son moteur. Koulibaly et Kouachi, c'est le djihad. Aujourd'hui, hormis Youssouf Fofana et 2 de ses lieutenants, tous les membres du gang des barbares ont retrouvé la liberté. Ilan Halimi repose désormais loin du tumulte, dans un cimetière de Jérusalem. C'est le choix que sa mère a fait pour lui. Elle a exhumé son fils de Pantin et elle a décidé qu'il serait en paix en Israël parce que la terre de France était une terre où il avait trop souffert, parce qu'elle n'avait qu'une angoisse, l'angoisse que ces jeunes puissent revenir et cracher sur sa tombe. Crime toujours consacré à ceux qui ont fait trembler Paris. Vous venez de voir notre enquête sur l'affaire Ilan Halimi, l'affaire du gang des barbares. Nous a rejoint Alain Bauer. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur en criminologie. Est-ce qu'on peut dire d'abord de façon globale que Paris est la capitale du crime? Pas en France et pas dans le monde. La capitale du crime serait plutôt Marseille. C'est l'endroit où on a industrialisé le crime. Carbone et Spirito en ont fait une sorte de Chicago. Et depuis, malgré des efforts louables, parce que c'est la capitale du pays, Paris n'a jamais eu ce titre et ne l'a jamais porté, même provisoirement. Pourtant, on vient de voir cette affaire très dure, qui est l'affaire Ilan Halimi. Tout à l'heure, on parlera de l'affaire Thierry Paulin. Ces 2 affaires marquantes. Oui, elles sont effectivement spectaculaires, elles animent l'opinion, mais le criminologue se doit de regarder le temps long, de le mettre en perspective, de sortir du moment du fait divers. Et si on regarde sur la réalité temporelle, Marseille a toujours eu, depuis 150 ans environ, le titre peu envié mais réel de capitale du crime. Il y a eu des moments où d'autres espaces, l'affaire de Lyon, quand on tue un juge par exemple, le juge Renaud porte un peu l'attention, mais Marseille a la continuité pour elle. Alors justement, comme criminologue, vous regardez le temps long. Regardons ce temps long sur Paris. Quelles sont les affaires qui ont marqué ces dernières années la capitale? Essentiellement des serial killers, notamment de femmes ou de vieilles dames, Guy Georges, Paulin, l'affaire Halimi dont vous venez de parler, mais plus particulièrement celui qui a le plus marqué de son empreinte cette période, c'est Mérine. Mérine, né à Clichy, arrêté à Paris, évadé de la prison de la Santé, réarrêté, en situation de fuite, puis abattu porte de Clignancourt. Il est celui qui a le plus marqué pour l'histoire probablement moderne la capitale. Alors vous citez Jacques Mérine, les autres personnages que vous avez cités ne sont pas forcément nés à Paris. Non, bien sûr, un certain nombre sont d'ailleurs, mais ils se sont illustrés en tout cas dans la capitale, essentiellement d'ailleurs par des crimes multiples. Et puis il y a ceux dont on parle très peu. Louis-Joseph Philippe, par exemple, le premier serial killer, le premier Jack l'Éventreur parisien. C'est un Jack l'Éventreur parisien? Oui, je n'en ai jamais entendu parler. Il a tué 10 prostituées à Paris, arrêté, condamné, et il fait partie des célèbres inconnus de la scène criminelle. Donc il y a ceux aussi qu'on a oubliés, parce que Jack l'Éventreur, à cause de Londres peut-être, et du smog, a pris le dessus. Mais dans la réalité, on en trouve d'autres un peu cachés. Bon, ça créerait peut-être une émission spéciale un jour. Pourquoi pas? Vous êtes professeur en criminologie, vous avez vu également l'évolution des enquêtes ces dernières années. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est compliqué
pour un tueur en série, pour un criminel, de rester dans l'anonymat et de ne pas se faire prendre avec l'évolution des moyens techniques? Alors, il y a deux catégories de criminels. Il y a ceux qui veulent se faire connaître et ceux qui ne veulent pas se faire connaître. Ceux qui ne veulent pas se faire connaître, en général, arrivent assez bien à échapper et il faut beaucoup d'ingéniosité, de méthode et de cerveau aux policiers pour parvenir à les arrêter. Ceux qui ont besoin de publicité commettent toujours des erreurs et de ces erreurs peut se traduire une réussite, en tout cas une enquête plus rapide et plus efficace. Et effectivement, les techniques modernes de police scientifique, la technologie, aujourd'hui viennent à l'aide. Mais il faut le savoir, ils ne remplacent pas le cerveau humain. Ce sont des éléments complémentaires, ce n'est pas à la place d'eux. Ça, c'est une particularité qui est intéressante, justement, d'avoir ces tueurs en série qui veulent se faire connaître. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'ils choisissent parfois des capitales, parce que c'est là où il y a le plus de médias et c'est le plus simple de se faire connaître. Absolument. C'est l'endroit où vous êtes sûr d'attirer l'attention, d'avoir non seulement la presse locale, mais nationale et parfois étrangère. Vous êtes en situation d'obtenir la jouissance absolue, qui est cette publicité remarquable. D'ailleurs, vous jouez avec les médias, vous envoyez des messages, des mots cryptés, des espaces codés ou des choses beaucoup plus spectaculaires. Vous les mettez en ligne. Aujourd'hui, on a sur le réseau social ou les dispositifs permettant non seulement de parler, d'écrire, de communiquer, d'envoyer des messages, on peut aussi envoyer du son ou de l'image. Et donc tous ces éléments les incitent évidemment à trouver la concentration maximale de représentants de la presse. Alors on va regarder maintenant notre enquête sur Thierry Paulin, cette affaire qui en 1984 a marqué Paris. En quoi cette affaire est-elle hors du commun ? Elle est hors du commun d'abord à cause des personnalités, à cause des cibles, des personnes âgées, à cause de la difficulté de l'enquête. Entre Thierry Paulin et Guy Georges, on est dans des mondes interlopes, complexes, qui attirent à la fois l'attention, qui génèrent la répulsion. Et donc, elle va être emblématique d'une enquête longue, difficile, douloureuse, et où on a un sentiment de proximité avec les victimes qui va peser beaucoup. Sentiment de proximité parce que ce sont des personnes âgées qui sont ciblées. Personnes âgées qui sont ciblées, personnes âgées qui sont massacrées, agressées. C'est pas seulement de l'agression, il y a aussi de la barbarie ou une forme de barbarie. Donc ça pèse énormément dans la visibilité de ces actes et dans l'émotion publique. Alors je vous propose justement de regarder cette enquête que nous avons réalisée sur Thierry Paulin, un homme qui pendant 3 ans a semé la terreur dans Paris. Voici cette enquête inédite pour Crime. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'itinéraire du tueur en série le plus sanguinaire de l'histoire de France. En 3 ans, il a assassiné une vingtaine de personnes âgées, croisées sur les marchés parisiens. Dans les années 80, la presse en fait ses choux gras et le surnomme le tueur de vieilles dames. L'histoire était extrêmement forte. L'histoire fascinait tout le monde. C'est un de ces faits divers exceptionnels, comme il y en a un par décennie. Nous sommes à Paris, dans le nord de la capitale, dans les années 80. Au pied du Sacré-Cœur, entre tradition et mutation permanente, le 18e arrondissement offre une multitude de visages. Pigalle, c'est depuis très longtemps le lieu de rendez-vous de la prostitution tarifée, des nightclubs cheap, des nightclubs bon marché, et Montmartre, une population plus cossue, relativement âgée. Et parallèlement à ça, commence à s'installer une population de dealers, de petits voyous. Et la confrontation entre ces deux populations va se révéler au fil des années assez compliquée. Il est 20h, ce vendredi 5 octobre 1984, lorsque l'inspecteur divisionnaire Bernard Lethier quitte son bureau du célèbre 36 quai des Orfèvres. Mais son week-end devra attendre. Le devoir le rappelle déjà. Et alors que j'étais sur le pont d'Austerlitz, appel radio. Découverte du corps d'une personne âgée, 8 trousselliers dans le 9e. L'inspecteur Lethier rejoint des collègues sur le lieu du crime, au pied de Montmartre.
Des renseignements lui sont parvenus par radio. La victime, Anna, 83 ans, était la veuve d'un général. Elle vivait au 3e étage de cet immeuble, dans un modeste 3 pièces. Les inspecteurs trouvent cette femme bâillonnée, étranglée. C'est une scène de crime incroyable. Vous avez une personne qui est allongée sur le dos, en tenue de ville, avec ses chaussures de ville, et puis qui a dû subir des violences parce que les lunettes sont à un autre endroit de la pièce, une boucle d'oreille a été arrachée, puis un acoca à un œil. La brutalité de l'agression doit avoir été inouïe. L'état du logement en témoigne aussi. L'appartement a été retourné de fond en comble. Pour vous dire, le bazar qu'il y avait là-dedans, dans la chambre à coucher, on était incapable de voir le moindre centimètre carré du sol. Tout a été dévalisé. Les tiroirs des commodes ont été ouverts. Les habits, il y en a partout. Mais pourquoi un tel déchaînement de violence? Qui a donc pu s'en prendre de manière aussi barbare à une faible octogénaire? Lui connaissait-on des ennemis? Ou aurait-elle été victime d'un cambriolage qui aurait mal tourné? À Montmartre, le corps d'Anna, 83 ans, vient d'être découvert par les enquêteurs de la brigade criminelle de Paris. La police scientifique, prévenue du meurtre, ne tarde pas à investir l'appartement de l'octogénaire. Il procède aux premières constatations sur le corps. On trouvera une strangulation avec une fracture du larynx, des côtes cassées, un ongle, même un morceau de doigt, des ongles cassés, c'est épouvantable. Anna est donc morte étranglée. En poursuivant leur recherche dans l'appartement saccagé, les policiers découvrent un élément capital pour l'avancée de leur enquête. Dans la chambre à coucher, il y avait un fatras indescriptible. Eh bien, ça va être un petit peu la perte de l'un des auteurs, parce que en franchissant, passant de la chambre dans le séjour, il perd l'équilibre. Il se rétablit en mettant sa main contre le mur. Et à cet endroit, il y a une glace murale. Nous avons une superbe trace palmaire, complète. Cette trace de main et ces empreintes digitales devraient permettre d'identifier très vite le meurtrier d'Anna. Les policiers en sont persuadés et ils sont chanceux, car ce n'est pas le seul indice qui s'offre à eux. On est devant une porte où il n'y a pas d'effraction, manifestement elle a été ouverte avec les clés. Les clés sont d'ailleurs restées sur la porte d'entrée. Tout à côté, le sac à provisions d'Anna n'a même pas été vidé. En le fouillant, les enquêteurs y découvrent un nouvel indice. On devait avoir un ticket de ses courses qui datait de midi, autour de midi. Donc elle est rentrée chez elle et la mort a eu lieu vers 12 h. Pendant que les recherches se poursuivent à l'intérieur, une enquête de voisinage est lancée. Quelqu'un aurait-il remarqué quelque chose d'inhabituel chez Anna? Et l'enquête de voisinage n'apporte rien du tout, sinon je crois qu'elle a été vue autour de midi en train de faire ses courses. Comme tous les jours, Anna serait donc sortie de chez elle vers 11 h, armée de son panier à provisions. Elle serait rentrée peu après midi. Voilà qui permet à l'inspecteur laitier d'établir un premier scénario du drame. La victime est agressée alors qu'elle rentre chez elle. Pourquoi? Elle était en tenue de ville, en chaussures de ville. Le sac à provisions est dans l'entrée. Elle rentre de faire ses courses. Il n'y a pas d'effraction sur la porte. Ce qui laisse supposer qu'elle a été agressée alors qu'elle avait ouvert sa porte. Et que le ou les agresseurs l'ont précipitée à l'intérieur après qu'elle ait ouvert. C'est les seuls éléments que nous avons. Cette hypothèse se tient. Elle est même étayée par un autre témoignage. Les policiers du 18e arrondissement ont été appelés dans cette même journée du 5 octobre auprès de Germaine, une dame de 91 ans. Elle aussi a été agressée. Et tout a commencé en début d'après-midi. Elle est allée à la poste chercher son mandat de retraite.
Elle voit derrière elle 2 individus qui la regardent d'une drôle de façon et c'est là qu'ils vont suivre cette femme. Alors que Germaine rentre chez elle, rue Le Pic, les 2 jeunes gens la précipitent dans l'appartement, la bâillonnent. Ils lui lient les pieds et les mains avec du fil électrique. Pendant que l'un d'entre eux la roue de coups, l'autre met l'appartement à sac. Ils ont trouvé quand même pas mal d'argent, 1450 francs. Et elle avait une table de jeu où il y avait 16 000 francs dedans, vous savez, avec un plateau tournant. Et ils sont partis. Laissée pour morte, Germaine a survécu. Mais elle est incapable de décrire ses agresseurs. L'un d'eux serait-il celui qui a tué Anna? Les empreintes digitales récupérées sur la première scène de crime vont-elles parler? Les policiers attendent fébrilement les résultats de l'identité judiciaire. Et à l'époque, les comparaisons se font à l'œil nu, fiche après fiche. La première chose qu'ils font, c'est d'essayer de retrouver dans leurs fichiers les traces qu'ils ont trouvées sur les lieux de cet homicide. Hélas, recherche infructueuse. L'auteur n'est pas fiché à la préfecture de police. Les enquêteurs sont donc dans l'impasse. Alors, à qui appartiennent ces empreintes digitales? Les auteurs de l'agression de Germaine sont-ils les assassins d'Anna? Les enquêteurs de la crime sont loin d'imaginer qu'ils sont face à la plus grande série criminelle que Paris n'ait jamais connue. Dans le 18e arrondissement de Paris, voilà déjà 1 mois qu'Anna a été assassinée. Mais elle n'est plus la seule victime. Du 5 octobre au 9 novembre 1984, 5 autres vieilles dames ont péri dans des conditions identiques. On ressent l'horreur de la situation, de personnes qui s'attaquent à des personnes âgées, c'est-à-dire des personnes démunies, par définition, sans défense, pour des sommes dérisoires, qui les tuent, qui les agressent avec une sauvagerie terrible. En l'espace de seulement 1 mois, 6 femmes ont été assassinées. Et les enquêteurs dénombrent d'autres agressions. Miraculeusement, certaines femmes ont survécu. Et elles en témoignent devant les caméras de télévision. Il m'a basculé sur le lit, il m'a bousculé, tapé de tous les côtés. Il vous a battu? Des bleus. Oh, ben oui. Il m'a même serré à la gorge, j'ai même mis longtemps. Depuis plusieurs jours que j'étais ici, j'avais encore mal à la gorge. Je ne sais même pas comment il m'a pas étranglé. C'était vraiment extraordinaire. Est-ce qu'il vous a attaché? Oui, les pieds et les jambes, avec du fil électrique. La presse s'empare de l'affaire et parle du tueur des vieilles dames. Malheureusement, aucune des survivantes n'est en mesure de donner une description précise de son ou ses agresseurs. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils frappent toujours dans le même quartier. Toutes les victimes vivent dans un rayon de 1500 mètres. Alors les policiers se posent des questions. Se connaissaient-elles? Et connaissaient-elles leur agresseur? C'est extrêmement difficile d'établir des liens entre les victimes et l'agresseur, et c'est difficile d'établir des liens entre les différentes victimes. Pourtant, les policiers sont absolument certains d'avoir affaire à un tueur en série. Sur 4 scènes de crime, ils relèvent des empreintes digitales, les mêmes que celles trouvées chez Anna, la première victime. Et surtout, le scénario du crime est toujours le même. Le mode opératoire est assez similaire. On trouve toujours des femmes qui rentrent chez elles, elles sont en tenue de ville, chaussures de ville, elles ont leur sac à provisions dans l'entrée, et les causes du décès sont identiques, c'est soit strangulation, soit étouffement. Anna, Suzanne, Johanna, Maria, Jeanne et Paul, les 6 victimes du tueur des vieilles dames, avaient entre 71 et 86 ans. Toutes vivaient seules. Elles sont découvertes presque par hasard, parfois le jour du crime, parfois plusieurs jours plus tard.
Elle n'était pas entourée, elle n'avait jamais de visite. C'était des femmes entièrement seules. C'était donc les personnes des étages inférieurs ou supérieurs qui allaient les voir, une infirmière qui rendait visite tous les jours quand il y avait une piqûre à faire, mais bien souvent c'est la solitude. Les enquêteurs de la crime sont mis à rude épreuve, car la série criminelle se poursuit et la violence des meurtres va crescendo. C'est le cas avec la découverte du corps de Marie, 80 ans, en novembre 1984. Elle est coincée entre le sommier et le matelas. Vous ne voyez pas de visage, vous ne voyez pas le corps, simplement les deux pieds. Et quand vous soulevez le matelas, horreur, la tête a été massacrée par une bouteille de vin. Alors vous avez cette odeur de sang et de vinasse mélangée. C'est quasi insupportable. Les jambes de Marie présentent aussi des blessures. Des blessures qui prouvent clairement la barbarie du tueur. Elle a été torturée. Ses genoux ont encore les marques de coups de ciseaux. On a un ciseau sur place dont la pointe est cassée. On lui a piqué les genoux à coups de ciseaux. Des tortures pour faire dire aux victimes où sont cachées leurs économies. Dans le cas de Marie, elle est dissimulée sous ses vêtements. Elle avait fait des petits sacs et ils ont trouvé des pièces d'or pour 8800 francs. Ce jour-là, le butin est important, mais il est souvent plus modeste. Chez Alice, le lendemain, il est d'environ 400 francs. C'est ce qu'affirme son fils, qui, venant déjeuner chez sa mère, découvre la scène de crime. Il voit sa mère dans la chambre du fond, allongée sur le lit, un oreiller sur la tête. Il retire l'oreiller et qu'est-ce qu'il voit? Une bave blanchâtre, si vous voulez, qui sort de sa bouche. On a fait boire à cette personne un produit pour déboucher les éviers. Imaginez l'horreur qu'a dû subir cette femme. 5 semaines après le premier meurtre de cette série, la liste des victimes du tueur des vieilles dames est vertigineuse. 8 femmes, au total, ont perdu la vie. Malgré la répétition des faits, l'enquête est au point mort. Et les policiers commencent sérieusement à désespérer. La police a beau faire ses recherches, ils ne trouvent rien. Toutes les enquêtes de voisinage ne donnent aucun résultat. Ils n'ont jamais vu personne. Tout a toujours été très tranquille. Une psychose s'empare alors du 18e arrondissement parisien. Les habitants du quartier s'interrogent. Que fait la police? Qui est ce tueur en série qui y sévit? Où se cache-t-il? Et comment s'en protéger? En novembre 1984, alors que le tueur des vieilles dames sévit depuis plus d'1 mois dans le nord de la capitale, c'est tout Paris qui se met à trembler. Les personnes âgées n'osaient plus sortir de chez elles. Elles avaient le sentiment que le ou les tueurs pouvaient survenir à tout instant. On a eu une angoisse collective considérable et je peux le comprendre parce qu'on avait le sentiment d'une répétition criminelle contre laquelle on ne pouvait rien, contre laquelle pourtant la police se battait jour après jour avec le plus d'efficacité possible. Toute la presse se fait bien sûr l'écho de cette série criminelle inédite. La France entière vit alors au rythme des meurtres du tueur des vieilles dames. L'histoire était extrêmement forte. L'histoire fascinait tout le monde. C'est un de ces faits divers exceptionnels, comme il y en a un par décennie. Tous les médias étaient sur le sujet, tous les médias mettaient tous les moyens en œuvre sur cette affaire. Le travail des journalistes semble payer. Le 14 novembre 1984, le quotidien Le Parisien sort en une le portrait robot du tueur du 18e. L'homme, de race blanche, semble jeune et élégant. Ce portrait est basé sur un témoignage que les policiers n'ont même pas. Ben évidemment, on court après. On court après. On commence déjà par savoir, mais d'où ils tiennent ça?
On interpelle les gens qui n'ont absolument rien à voir. Et on verra bien par la suite que ce porte-à-bout ne correspond à rien. C'est tout le risque quand on fait appel à la presse, c'est d'être absolument submergé de témoignages. Après, il faut faire le tri. Et plus on parle de l'affaire, plus la psychose grandit entre Montmartre et Pigalle. Au point que les élus locaux se sentent le devoir d'intervenir. Nous insistons depuis des mois et des mois à l'égard du ministre de l'Intérieur, n'est-ce pas, pour qu'on arrête de nous raconter les sornettes sur le plan du nombre de policiers qui sont présents dans les rues. Nous le savons bien qu'il n'y en a pas. La population âgée panique, l'absence de résultats au début la panique encore plus, et donc il y aura une tentative dans le 18e d'organiser et de récupérer la colère de ces potentielles victimes. Dans une France en pleine mutation, après l'élection de François Mitterrand, l'affaire du tueur des vieilles dames fait même descendre le débat politique dans la rue. En 81, c'est l'abolition de la peine de mort et il y a toutes les mamies qui font une énorme manifestation dans le 18e avec leur pancarte « La peine de mort pour cet assassin des vieilles dames ». Et effectivement, on voit que des chevelures blanches, des mamies très inquiètes qui défilent. Pour répondre à ces angoisses légitimes, le gouvernement réagit. À partir de la mi-novembre 1984, plus de 300 policiers en uniforme et des dizaines d'enquêteurs en civil quadrillent le quartier. Le 18e arrondissement est quasiment en état de siège. On va faire des descentes de police sur le 18e arrondissement. On va sur la voie publique, interpeller des gens susceptibles de correspondre à des signalements qu'on n'a même pas. Toutes les comparaisons sont négatives. On va investir un camp de nomades au bois de Vincennes, interpeller 73 ou 90 personnes, je ne sais plus. On compare les empreintes digitales, négatif. Aucun élément. De son côté, le maire du 18e arrondissement veut protéger les vieilles dames de son quartier. Lors d'un rassemblement de plus de 2000 d'entre elles, il leur propose des solutions. Alors les sécurités pour les mamies, c'est des judas à leur porte qui seront posés par la mairie, un système de téléphonie pour prévenir en cas d'agression, se faire accompagner au besoin si elles ont besoin d'aller retirer des mandats à la poste, etc. Enfin, tout est fait vraiment pour qu'il ne puisse plus y arriver ce genre de crime odieux. Les moyens mis en œuvre semblent porter leurs fruits. Après 8 meurtres particulièrement odieux, la butte Montmartre retrouve son charme et son calme. À partir de la mi-novembre 1984, plus aucun crime portant la marque du tueur de vieilles dames n'est à déplorer. Alors, aurait-il quitté Paris? Serait-il mort? Ou se terre-t-il quelque part, prêt à recommencer? À Paris, le tueur des vieilles dames ne s'est plus manifesté depuis 1 an. Lorsque le 20 décembre 1985, les policiers sont saisis du meurtre d'une nonagénaire dans le 14e arrondissement. Et en 5 semaines, 6 autres victimes sont signalées. Toutes ont été étranglées ou étouffées. Et il les a toutes tuées de la même manière qu'en 84. Mais cette fois, elles n'étaient pas bâillonnées. Elles étaient étranglées, elles avaient des côtes cassées. Pour les enquêteurs, une question s'impose. Le tueur de vieilles dames aurait-il repris ses funestes activités? Et on va être conforté parce qu'on va à nouveau trouver des traces papillaires et on va pouvoir établir qu'il y a un lien commun entre les 2 séries. On est donc convaincu que au moins un des auteurs est commun aux 2 séries. Donc, ça repart. Le tueur en série a quitté Montmartre. Il agit désormais dans le sud et le centre de Paris. Toutes ces victimes, d'environ 80 ans, ont été tuées chez elles, alors qu'elles rentraient des courses. Toutes vivaient seules, comme Yvonne, 77 ans. Sa seule famille était ses 4 neveux, prévenus du drame par la police.
Ils nous ont appris qu'elle était assassinée et donc il fallait qu'on prenne nos dispositions pour se rendre quai des Orfèvres pour une entrevue avec un commissaire pour avoir des renseignements. Issue d'une famille aisée, Yvonne a connu des revers de fortune. Mais elle avait gardé les habitudes de la grandeur passée. Et c'est peut-être ce qui a précipité sa perte. C'est une femme qui portait un manteau de vison et qui avait un chic... elle avait toujours des diamants et donc certainement que c'était là qu'était le geste a été provoqué par ça. Pour la famille d'Yvonne, l'annonce de son meurtre a été un choc terrible. On a plutôt un sentiment de dégoût parce que cette personne-là, ma tante, n'avait jamais rien fait de mal à personne et elle se trouve victime d'un sadique. Hein. Et qu'est-ce que vous voulez c'est une fatalité malheureuse. C'est tout. Les neveux d'Yvonne n'ont jamais été informés des recherches menées pour résoudre la pire série criminelle française. D'octobre 1984 à juin 1986, le tueur des vieilles dames a fait 16 victimes, au moins. Mais sa traque reste vaine. On n'est pas inactif quand même, hein. On cherche à partir du seul élément que nous ayons, à savoir les traces papillaires. Le 2 juin, je transmets à tous les SRPJ de France un album du relevé des traces papillaires que nous avons sur les différents lieux d'homicide. 21 SRPJ. Tous les services régionaux de police judiciaire de France se mettent alors à comparer manuellement les empreintes digitales du tueur des vieilles dames à celles qu'ils ont dans leur fichier. Alors c'est un travail de titan, hein. Et ils peuvent passer à côté, c'est évident. Bien sûr qu'il y a des espérants, mais bien sûr. Mais que voulez-vous, on se dit, bon, on aura peut-être un jour un peu plus favorable. Mais le tueur en série disparaît à nouveau. Après juillet 1986 et pendant 15 mois, il ne fait plus parler de lui. Jusqu'au 25 novembre 1987, où il ressurgit de la pire manière qui soit. En 3 jours, les policiers recueillent 11 plaintes pour agression portant la marque du tueur de vieilles dames. 2 des victimes décèdent, les autres survivent, miraculés. C'est le cas de Berthe, 87 ans, agressée chez elle, dans le quartier de la Bastille. Il lui assène des coups dans le ventre, il la traîne sur un lit, il monte dessus, il veut la massacrer et elle joue à la morte. Elle a fait la morte. Elle a fait la morte. Et elle s'en tire. Vous vous rendez compte? Alors là, on jubile. Hein. D'autant que de son lit d'hôpital, Berthe est capable cette fois de décrire son agresseur. Et nous avons des descriptions qui sont phénoménales. Hein, homme de 20-25 ans, de type négroïde, une boucle d'oreille à l'oreille gauche, un béret, et quand il n'a pas le béret, une mèche blanche, coiffée à la Carl Lewis. Carl Lewis, qui ne connaît pas Carl Lewis, la brosse de Carl Lewis. Bon, on a un portrait phénoménal. Cette description est corroborée et précisée par d'autres témoins qui ont vu le tueur s'enfuir. Les portraits robots de l'identité judiciaire s'affinent. Et au soir du 28 novembre 1987, les enquêteurs connaissent enfin les traits du tueur des vieilles dames. Mais comment mettre un nom sur ce visage? Comment le retrouver? Va-t-il disparaître à nouveau? Ou sera-t-il enfin arrêté? Le 1er décembre 1987, le portrait robot du tueur est distribué à tous les policiers de la capitale. La consigne est claire, arrêtez au plus vite celui qui en 3 ans a tué au moins 18 personnes âgées. Le commissaire Francis Jacob, patron du 10e arrondissement, voit ce matin-là un jeune homme descendre de la rue Chabrol. Ses traits ressemblent à ceux du portrait robot.
Je lui ai présenté ma carte professionnelle, lui expliquant que j'étais le commissaire du quartier et que je sollicitais voir ses papiers. Il a été quelque peu agressif, certes, mais n'a pas cherché à s'enfuir, a eu un comportement tout à fait normal. Le jeune homme s'appelle Thierry Paulin. Il est coiffé à la Carl Lewis, mais ses cheveux sont blonds. Il accepte sans résistance de suivre le policier au commissariat. Et il se soumet à un relevé d'empreintes digitales. Mais quand on lui parle de meurtre, il se rebelle. D'emblée, il nie tout. Non mais pour qui me prenez-vous? Jamais j'ai tué qui que ce soit. Je suis martiniquais, chez nous les grands-mères sont sacrées. Jamais je n'oserais toucher le cheveu d'une grand-mère. Effectivement, Thierry Paulin est né en Martinique, en 1963, d'un père qui quitte très vite le foyer familial et d'une mère adolescente. Il est élevé par sa grand-mère et très tôt, il est livré à lui-même. Très précocement, il a dû fréquenter des personnes douteuses, des drogués, des marginaux. C'était un enfant plutôt rebelle, plutôt lointain, avec un abandonnisme considérable qui a créé chez lui des éléments d'une structure psychopathique. Thierry Paulin est encore adolescent lorsqu'il rejoint son père en métropole, à Toulouse. Mais il est incontrôlable. À l'école, il fait rien. Ce qui l'intéresse un peu plus, c'est la coiffure. À 18 ans, il intègre l'armée. Il y est mal accueilli à cause de sa couleur de peau et de son homosexualité qu'il affiche sans complexe. Il n'y reste que quelques mois. Il en est chassé en 1982 suite à un acte de violence. Il va agresser une épicière, Marguerite, qui a 75 ans, avec un couteau. Il fait la caisse, il récolte 1450 francs et il va être arrêté. Thierry Paulin est alors condamné à 8 mois de détention. À sa sortie de prison, il se retrouve à la rue et il décide de s'installer à Paris. Embauché dans un grand cabaret comme serveur, le jeune homme se rêve artiste. D'ailleurs, à l'occasion, il se produit sur scène. Paulin faisait du transformisme. Dieu sait s'il y mettait du sien et s'il était beau. Il avait toujours des robes à paillettes, des belles perruques. Cette étrange personnalité odieuse, narcissique, charismatique, capable de beaucoup de séduction, qui entraînait dans son sillage des gens de toute nature. Thierry Paulin est de toutes les fêtes et il en organise aussi. Des avocats, des médecins, des people se pressent à ses soirées. Il dépense énormément d'argent sans que personne ne se demande d'où il le tient. Le Paulin de la nuit est effectivement un seigneur, il donne des repas, il invite le tout Paris jusqu'au petit matin et c'est là qui va donc rechercher ses victimes donc autour des marchés. Il allait au boulot. Il risquait rien. Des personnes qui ne pouvaient pas se rebiffer. Il trouvait de l'argent. Il faisait des fêtes. Durant ces fêtes, il rencontre des hommes qui deviennent ses amants. Thierry Paulin est un garçon volage. Et en 1985, il contracte le sida. La maladie aurait-elle alors guidé sa vie? Il le savait qu'il allait en mourir. Mais il passait au-dessus de cet état-là. C'est incroyable, la mentalité qu'il a eue. Autre fait marquant, durant l'été 1986, les enquêteurs de la crime découvrent que Thierry Paulin a été condamné à 16 mois de prison pour coups et blessures. Il s'en est pris à un dealer qui lui proposait de la cocaïne de mauvaise qualité. Il va finir par le battre comme un malade en disant « Tu m'as vendu, je ne veux pas acheter de cette cam-là, ça, c'est pas de la bonne, tu es en train de me voler. » Mais à l'époque, la police ne le soupçonne pas d'être le tueur de vieilles dames. Jamais on ne compare ses empreintes digitales à celles relevées sur les scènes de crime. Mais aujourd'hui, c'est chose faite et les résultats viennent d'arriver sur le bureau des enquêteurs de la crime. Ils sont formels, ce sont bien les empreintes de Thierry Paulin. Et alors là,
quand il consulte les empreintes digitales qui correspondent à tous ces assassinats, c'est la jubilation. Les enquêteurs en savent désormais assez pour interroger leur suspect. Mais Thierry Paulin reconnaîtra-t-il être le tueur des vieilles dames? Avouera-t-il tous les meurtres? Et en donnera-t-il l'explication? À la brigade criminelle de Paris, ce 1er décembre 1987, Thierry Paulin passe finalement aux aveux. À la 43e heure de garde à vue, il a déjà reconnu 21 crimes, plus que les enquêteurs n'en avaient retenu contre lui. Il raconte les choses avec distance, avec précision dans les détails, qui montrent qu'il sait exactement tout ce qui s'est passé, mais il n'y a pas l'ombre d'un sentiment. C'est vraiment quelqu'un qui avait un plaisir dans le fait de faire souffrir. Bernard Lethier n'a jamais oublié la pire torture infligée à l'une des victimes, l'absorption de soude caustique. Rêvant de cet interrogatoire depuis 3 ans, l'inspecteur en gardait une bouteille dans un tiroir pour le jour où il serait face au tueur des vieilles dames. J'ai mon flacon sous le bureau et puis on discute et puis il arrive un moment, je dis « Et ça, qui c'est? C'est pas moi, qui c'est ?» Et c'est là qu'il nous balance le deuxième. Le deuxième, c'est l'ancien amant de Thierry Paulin, un certain Jean Thierry. Les enquêteurs de la crime s'informent sur son profil. Il est né en Guyane, à côté de Kourou, et dans une famille extrêmement modeste. Et il a énormément souffert du manque d'amour de son père. Envoyé en métropole, chez sa sœur, près de Paris, Jean Thierry n'a pas une vie plus heureuse pour autant. Le compagnon de sa sœur va le battre, va le maltraiter, à tel point qu'il va appeler la maman au secours. Et là, ça va être une vie d'errance. Ils vont vivre dans des caves, ils vont vivre là où ils peuvent. Jean Thierry n'est jamais allé à l'école. Il ne sait ni lire, ni écrire. Mais il a un rêve, se faire une place dans le monde de la nuit. Et pour une fois, la chance lui sourit. En 1983, il est embauché comme serveur dans un cabaret parisien. Et c'est là qu'il va rencontrer Thierry Paulin. Même prénom, même enfance, même désastre abandonnique de la part des parents. Jean Thierry est fasciné, vraiment fasciné par Thierry Paulin. Il se dit, voilà, l'homme que je vais être, c'est ça. Je veux moi aussi me comporter comme une star. Je veux être comme lui, je veux être lui, je veux être lui. Mais les accès de violence de Thierry Paulin sont bientôt fatals aux 2 jeunes gens devenus amants. À l'été 1984, ils sont chassés du cabaret qui les emploie. Alors, pour financer leurs escapades nocturnes, Thierry Paulin propose une solution. C'est là qu'ils ont commencé à agresser, à faire leurs agressions dans le métro, de faire certains vols à la tire, jusqu'au jour où un gendarme a dit « Écoute, on va finir par se faire attraper, il faut arrêter ». En garde à vue, Thierry Paulin le reconnaît. C'est lui qui a proposé de passer à l'étape ultime. Continuer à agresser des vieilles dames fragiles en les suivant chez elles. Mais cette fois, ils ne laisseront plus de témoins derrière eux. Les crimes vont s'enchaîner sur ce mois maudit d'octobre, début novembre 1984. Et parfois même, il va y avoir 2 personnes de tuées dans la même matinée. Enfin, on atteint véritablement le sommet de l'horreur. Arrêté le 2 décembre 1987, Jean Thierry est à son tour placé en garde à vue. Immédiatement, il craque. Il avoue sa participation aux 8 premiers meurtres de 1984 et à une agression. Il précise même son attitude face à ces crimes atroces. Il est incapable de réagir, il subit les événements, il suit, il est là, physiquement oui, son corps est là, mais son esprit est pris par la drogue et par cette espèce d'emprise
que Thierry Paulin a sur lui. Mais en novembre 1984, le quartier où réside le couple près de Pigalle est quadrillé par les forces de l'ordre. Pour éviter d'être repérés, les deux amants se réfugient à Toulouse. Et c'est là que leurs chemins se séparent. Face aux policiers, Jean-Thierry reconnaît avoir deviné que son ancien amant avait récidivé, mais il n'a rien dit. Il n'a pas la force, c'est certain. Il veut essayer d'oublier, mais il n'oublie pas, puisque ces vieilles dames sont là et que la nuit, il les voit. Mais il n'a pas la force de mettre un terme à cela en se dénonçant. Il n'en a pas le courage. Au terme de leur garde à vue, Jean-Thierry, âgé de 22 ans, est mis en examen pour 8 assassinats. Thierry Paulin, 24 ans, pour 18 assassinats. Mais tout n'est pas éclairci. Quel fut précisément le rôle de chacun? Qui a tué et quelle peine leur infliger? C'est à ces questions que devront répondre les jurés lors du procès à venir. À la prison de Fresnes, voilà plus d'1 an que Thierry Paulin attend son procès. Son affaire a fait la une des journaux et il a le sentiment d'être devenu une célébrité. Mais le mal qui le ronge le condamne avant l'heure. La maladie va se développer d'une manière fulgurante et il mourra à l'hôpital Bichat d'une atteinte cérébrale irréversible. Le 16 avril 1989, Thierry Paulin meurt du sida à l'âge de 26 ans. C'est donc seul que Jean-Thierry, son ex-compagnon et complice, entre dans le box des accusés de la cour d'assises de Paris le 16 décembre 1991. Seul, en apparence. L'âme de Paulin était là. On a senti son fantôme, je crois que toute la salle sentait son fantôme. La présence de Thierry Paulin se fait d'autant plus sentir que Jean-Thierry semble presque absent. Je n'imaginais pas un accusé à la structure aussi faible, aussi falote, aussi fragile. Je ne crois pas qu'il a joué la comédie lorsque par moments il pleurait ou même qu'il était au bord de l'évanouissement. Et si le banc des accusés semble bien vide, que dire alors de celui des parties civiles? Sur presque 20 crimes, une partie civile. Une partie civile. S'il y a une affaire qui aurait dû justifier la présence de multiples parties civiles et par sa gravité et tout simplement par son caractère judiciaire, eh bien c'est bien celle-là. À la demande du président de la cour d'assises, une seule avocate a finalement accepté de plaider au nom de toutes les familles des victimes de Thierry Paulin. Elle est la seule à ne pas avoir voulu les abandonner complètement. Chacune a vécu des choses épouvantables. Donc il y a eu de la souffrance morale, mais de la souffrance physique incommensurable. Quand on voyait Jean-Thierry dans le box, c'était difficilement imaginable qu'il ait pu participer à des horreurs pareilles. Avant d'avoir rencontré Thierry Paulin, Jean-Thierry n'avait jamais fait parler de lui. Après l'avoir quitté, il s'est fait totalement oublier. Pourtant, la marge de manœuvre de son avocate est étroite. Mon rôle était limité, mais il était celui-là, de faire en sorte que les jurés puissent être convaincus que cet homme n'était pas un monstre irrécupérable. Maître Arnold parvient au but fixé. Il est condamné à la réclusion à perpétuité, mais la peine de sûreté n'est que de 18 ans. Jean-Thierry est ressorti de prison en 2009. Il a 50 ans et refait sa vie discrètement dans le centre de la France. Aujourd'hui, plus de 30 ans après le début de cette dramatique histoire, les noms et les visages des victimes se sont estompés. Pourtant, cette affaire reste encore présente dans la mémoire des Parisiens. Reste qu'aujourd'hui, la vedette, c'est encore Thierry Paulin. Quant aux victimes,
elles sont les familles des victimes, elles sont dans l'ombre. Elles ont été quelque part 2 fois tuées, par Paulin et par l'ignorance médiatique. Merci d'avoir suivi ce numéro exceptionnel de Crime. Nous étions installés au pied de la Tour Eiffel pour vous raconter ceux qui ont fait trembler Paris. Restez avec nous sur Énergie 12. Tout de suite, un nouveau numéro de Crime.